Nadine Morano, auriez-vous la gentillesse de vous présenter? Nadine Morano, je suis aujourd'hui députée européenne, ancien ministre du gouvernement de François Fillon sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, ancienne parlementaire aussi, donc engagée pour la France. Comment voyez-vous votre place et votre rôle dans la vie politique française à l'heure actuelle? Écoutez, je me suis engagée dans la vie politique. J'étais à l'université, j'avais 20 ans. Et j'ai toujours eu cette vocation, ce besoin de servir la France. Je l'ai fait avant d'être élue, donc, puisque j'ai été élue seulement en 2002. Et j'ai eu un engagement tout au long de mon existence pour défendre des convictions, des idées. Et je compte bien continuer. C'est un choix personnel. La politique a été très vite une passion pour vous? Oui, ça a été très vite une passion, sans doute parce que j'aimais l'histoire. C'était une matière qui me passionnait à l'école. J'aimais aussi l'actualité, les débats politiques et la construction de l'avenir. Donc c'est des domaines qui m'intéressaient, qui m'ont toujours intéressée. Et donc, mon engagement a commencé réellement quand j'ai vu la tête de François Mitterrand apparaître sur les écrans lors de sa victoire en 1981. Je n'ai pas pu voter parce que je suis née au mois de novembre et donc je n'avais pas encore 18 ans. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut absolument que je m'engage parce que ce n'est pas les valeurs que je souhaite défendre pour mon pays. Je ne me reconnais pas dans ce socialisme égalitariste qui n'étaient pas les valeurs qui sont les miennes, puisque moi, je suis gaulliste, je crois au mérite, je crois au travail, je crois en la France, et voilà. Voilà comment a commencé mon engagement. Si je comprends bien, vous n'avez jamais hésité entre la droite et la gauche? Non, je n'ai jamais hésité entre la droite et la gauche, peut-être parce que dans le quartier où j'ai grandi, au du-Lièvre à Nancy, qui est un quartier populaire, il y avait dans nos centres commerciaux, à la sortie des magasins, le Parti communiste qui distribuait des tracts toujours extrêmement agressifs contre le patronat. Et je trouvais ça un peu choquant. C'était pas ce en quoi je crois. Je pense qu'on a besoin aussi d'avoir des patrons, parce que les ouvriers sont bien contents de pouvoir travailler. Je crois en la progression personnelle, je crois en la progression sociale, et je ne crois pas en l'égalitarisme et au nivellement vers le bas. Et pour moi, je trouve que la lutte des classes a eu son temps, mais aujourd'hui, on a un pays qui permettrait, et qui ne le permet plus aujourd'hui, un ascenseur social. Nous avons l'école gratuite, l'université accessible à tous, et on voit bien aujourd'hui que ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus. Vos parents ont-ils eu une influence décisive sur vous? Oui, je pense que l'éducation a toujours une influence décisive. J'ai été élevée dans ces valeurs du gaullisme, comme je vous le disais, au travail, à l'engagement personnel, à la solidarité aussi, à mon éducation aussi religieuse, puisque bon, moi j'ai été à partir du collège dans un établissement catholique. Donc oui, tout cela a une incidence sur la construction d'une personnalité, en tous les cas sur la mienne, oui. Est-ce que vous vous considérez comme atypique dans le milieu politique? Parce que j'ai parfois l'impression qu'on vous fait ce compliment ou pour d'autres se reproche. Ben, je constate que dans ce milieu politico-médiatique, j'allais dire, parce que les journalistes portent aussi leur responsabilité dans la manière de traiter l'information et de traiter aussi les personnalités politiques à travers leurs discours, les caricatures qu'ils peuvent en faire, tout cela parce qu'on ne correspond pas au formatage habituel de ce qu'ils souhaiteraient voir dans la vie politique. C'est-à-dire, je ne suis pas énarque, j'ai fait des études supérieures, mais j'ai pas j'ai pas ce formatage classique, je ne suis pas une héritière, donc je ne suis pas légitime. Et par définition, être une femme qui a grandi dans un quartier populaire, qui n'est pas énarque et qui n'est pas une héritière, n'est pas légitime. Donc il faut par définition casser
démolir et faire croire que l'intelligence ou la culture ne peut venir que d'un certain milieu. D'ailleurs, on dit toujours issu de bonnes familles quand on parle d'une certaine classe sociale. Et moi, je me considère issue d'une excellente famille, d'une très bonne famille qui m'a donné des valeurs, qui étaient des gens modestes mais riches en valeurs à partager et à offrir. Et donc, voilà, oui, atypique parce qu'on n'aime pas les gens qui parlent vrai, qui disent la vérité, qui sont au contact du peuple parce qu'ils en viennent. Et en même temps, je ne me considère pas à être d'un milieu et à rester dans un cercle. Moi, je crois en la France et dans son entièreté, c'est-à-dire avec toutes ses composantes. Quand je vous disais je crois au mérite et au travail, je crois aussi à la réussite et je ne suis pas tétanisée par ceux qui gagnent de l'argent. Je me réjouis de voir que certains réussissent. Je ne suis pas dans une répartition qui fait qu'aujourd'hui on va décourager le mérite et le travail. Quand vous avez décrit un petit peu ce qui fait de vous un personnage atypique, il me semble que j'ai mieux compris pourquoi, à une certaine époque, vous avez été réellement enthousiasmé par Nicolas Sarkozy. J'ai deviné comme des similitudes. Est-ce que je me trompe? Non, j'ai beaucoup de points en commun à partager avec Nicolas Sarkozy. J'aime son énergie, sa détermination, sa volonté de servir la France, et sur nos idées aussi. Vous savez, quand il a fait cette campagne de 2007, tellement enthousiasmante, « Ensemble, tout devient possible », c'était un slogan qui était tellement galvanisant qu'il n'a pas été élu par défaut. Il a été élu parce que les gens ont cru en lui, ont voulu que Nicolas Sarkozy soit président. Il a créé autour de lui une véritable adhésion. Bon, et puis je l'ai vu travailler, je connais ses qualités. Voilà, ça a été un grand président qui nous a permis, concernant la crise économique et financière, de pouvoir la traverser sans trop de dommages et d'avoir incarné aussi un leadership sur la scène internationale. C'est incontestable. Donc j'aime ce côté battant chez lui. D'ailleurs, malgré les épreuves que j'ai eu à traverser avec lui, je lui garde mon amitié, mon affection. Voilà, parce que je le considère au-delà d'un président de la République que je respecte, qu'il a été, une personnalité avec qui je peux être en désaccord profond, mais voilà, quand vous avez traversé des campagnes électorales, des combats, des victoires et des défaites, il y a un lien quand même qui est fort. Mais je ne transige pas sur mes convictions. Il le sait, il a eu à le contester, à le constater. Moi, je ne transige pas sur mes convictions. Voilà. Je pensais même, au-delà de cela, à des traits de sa personnalité qui ont fait qu'au fond, il n'était pas classique dans l'univers politique et que certains le rejetaient précisément à cause de ça. Donc j'ai senti comme des similitudes entre votre parcours. Oui, mais c'est vrai, il n'est pas énarque non plus, il est avocat, il a eu un parcours militant, un peu comme moi, puisque nous avons grimpé dans notre famille politique à force de travail. On ne nous a rien donné. Bon, il est dans un secteur électoral plus facile que le mien, à dire vrai. Hein. C'est plus facile d'être élu dans les Hauts-de-Seine que d'être élu en Lorraine. Mais oui, on a sans doute des traits de caractère similaires. Si vous aviez à synthétiser la raison principale de votre désaccord avec lui, pendant un certain temps, j'ai cru comprendre que vous étiez en quelque sorte réconciliés. Quelle est la différence fondamentale entre vous deux sur le plan politique? Pour être réconcilié, il faudrait être fâché. On a été en désaccord. Et je maintiens ce désaccord. Mais la raison principale qui m'a amené d'abord à être avec lui pour sa candidature à la présidentielle de 2007, c'est que j'ai senti qu'il incarnait vraiment ce qu'on pouvait attendre d'un président. Ensuite, nous avons des routes qui sont différentes. Maintenant, il y a l'avenir. Et j'ai eu des points de désaccord fondamentaux sur en fait sa réaction
sur une émission qu'il n'a pas vue et dont mes propos ont été décontextualisés, ce qui relève d'une grande malhonnêteté intellectuelle d'ailleurs. Et je trouve dommage qu'il ait cédé à une espèce d'hallali médiatique et orchestré par des élus du centre pour leur donner ma tête. J'ai pas digéré cela parce que quand j'entends ces discours, je ne crois pas qu'on soit en désaccord. Il suffit de réunir les discours de Nicolas Sarkozy pour comprendre qu'il pense comme moi. Sauf que moi, je le dis clairement. Vous y faites allusion, vécu et subi des polémiques, notamment celle-là. Au fond, comment les avez-vous ressenties? C'était terrible, c'était éprouvant, c'était scandaleux. Vous avez été lâché ou non? Oui, évidemment, mais pas par les Français, qui ont été tellement nombreux à me témoigner de leur soutien. J'ai reçu des dizaines de milliers de lettres et de mails à ma permanence, des dons aussi beaucoup, sur mon parti politique, le Rassemblement pour le peuple de France, qui me permet aujourd'hui de faire campagne à la primaire. Et dans ces courriers que je recevais, la tonalité, c'était « Madame, vous nous avez redonné la fierté d'être français ». Je n'ai cédé sur rien. J'ai rappelé une phrase du général de Gaulle. Aujourd'hui, on voit dans quelle situation se trouve la France. On ne défend plus ses valeurs, on ne défend plus son identité chrétienne. C'est le laxisme à tous les étages et je ne supporte plus ça. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis candidate à la primaire. Parce qu'on ne se rêve pas un jour, enfin pour ma part, de devenir président de la République. C'est la situation de la France qui m'ont conduit à me dire qu'il fallait que je fasse quelque chose pour mon pays. Voilà. Et je crois qu'on devrait tous être unis et nombreux à se dire qu'il faut sortir la France dans ce déclin dans lequel elle est plongée, mais dans ce déclin, encore une fois, pas seulement économique, un déclin aussi sur ses valeurs, un déclin sur ce qu'elle a été et sur ce qu'elle risque de devenir, parce qu'aujourd'hui, je le disais, nous vivons une vague migratoire de masse sans précédent. Nous vivons un islam installé dans notre pays qui, par le côté politique que peut en avoir certains ici sur notre territoire, en font des dérives inacceptables qui nous amènent au terrorisme. Et en France, en 18 mois, nous avons eu 250 morts. Vous imaginez dans quelle situation on est, avec le développement de l'islam radical, des prêches contre la France, des prêches sur la soumission de la femme dans notre pays, des prêches où on enseigne aux enfants que la musique c'est le diable, et en toute impunité, en toute impunité. Un pays où le voile intégral est interdit, alors qu'on voit son développement partout sur le territoire. J'ai donc proposé que nous modifions la loi et que nous la passions en délit, tout simplement parce qu'aujourd'hui, les contraventions qui sont données à ces personnes qui le portent sont payées par des associations financées par des pays étrangers, et donc elles s'en moquent, et on laisse faire. Et donc en délit, avec suspension des droits sociaux et des droits civiques. On ne peut pas accepter de la France sa culture, ses aides sociales, venir chercher les allocations familiales et l'APL et ne pas respecter l'égalité entre les hommes et les femmes et développer partout cette publicité ambulante à l'islam radical. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Est-ce que vous êtes préoccupé par le fait que certains assimilent votre position à celle du Front National ou est-ce que vous vous en moquez? Ah, ça m'est totalement égal. Moi, ma préoccupation, ce n'est pas le Front National ou qui que ce soit d'autre. Ma préoccupation, c'est de regarder l'état actuel des choses en France et de proposer des solutions. J'ai dit, je vote contre les quotas de migrants au Parlement européen, qui est une incitation à l'immigration illégale comme jamais. C'est une faute politique. On le voit d'ailleurs en Allemagne maintenant. J'avais dénoncé au cours de l'émission de Ruquier, qui a fait tant polémique parce qu'on y a coupé mes propos. Mais quand on regarde l'émission, j'avais dit que cette politique était extrêmement dangereuse parce que nous étions en train d'importer des cellules terroristes partout. Je vois malheureusement que la réalité m'a donné raison et que les ministres là-bas, au Liban et en Jordanie, quand je suis allée dans les camps de réfugiés, m'avaient dit eux aussi qu'ils étaient terrifiés de voir les politiques menées en Europe parce qu'ils le vivent sur place. Et quand ils démantèlent certains camps, ils trouvent des caches de Kalachnikov,
des caches d'armes lourdes. Et nous, on est en train d'ouvrir nos portes grandes, comme l'Allemagne, qui aujourd'hui a démontré que cette politique peut emmener la mort. Quand vous regardez les attentats qui se passent en Allemagne, attention, c'est la preuve qu'il faut être extrêmement vigilant. Et puis, n'oublions pas que la France est un pays aux racines chrétiennes. Et je souhaite inscrire à l'article 1 et compléter l'article 1 en disant la France a des racines chrétiennes. Le fonctionnement de notre République est laïque. Mais la France a des racines chrétiennes. Et donc nous ne sommes pas terre d'islam. Et donc ceux qui sont installés sur notre territoire, qui sont musulmans, et d'ailleurs je constate que beaucoup de musulmans sont très en colère de notre laxisme, parce que se laisse développer, on parle de l'islam modéré, ça veut donc dire qu'il y a un islam violent. On est en train de laisser se développer chez nous, sans aucun contrôle, des prêches, comme je vous l'ai dit, qui sont contraires à la République, et en toute impunité. On nous parle de déradicalisation, mais avant de cela, je crois que nous avons un devoir, c'est non seulement que le Conseil du culte musulman fonctionne mieux, mais aussi que les responsables musulmans prennent leurs responsabilités. Et aujourd'hui, ils ne les prennent pas. Je ne peux plus voir des mots de compassion ou même une forme de solidarité avec les chrétiens sans avoir des actes forts. Qu'est-ce que ça veut dire, des actes forts ? Comme l'imam d'ailleurs de la mosquée de Lyon qui dit qu'il faut faire le ménage, comme l'imam de la mosquée de Drancy, Hassan Chalgoumi, qui dit qu'on sait parfaitement où se trouvent les mosquées salafistes et on ne les ferme pas. Donc nous avons besoin de les aider aussi, mais ils doivent s'exprimer publiquement. Je l'avais demandé à Mohamed Moussaoui lorsqu'il était président du Conseil français du culte musulman à l'époque où j'étais ministre de la Famille, pour qu'il prenne publiquement position à soutenir la loi d'interdiction du port du voile intégral. Il ne l'a pas fait. Et il m'a répondu que ça allait assimiler les musulmans, et pour cause, le voile intégral est revendiqué par les musulmans. Et aujourd'hui, on tue au nom de l'islam en France. Donc je demande aux responsables musulmans de parler publiquement, de respecter nos lois et de l'affirmer, et de dire que dans la religion musulmane en France, l'islam en France respecte les lois françaises et interdit le port du voile intégral. C'est à eux à faire le ménage et à le dire publiquement. Il faut aussi qu'ils disent que les prêches contre la République sont interdits. Je n'entends pas les responsables musulmans condamner l'imam de Brest qui prêche la soumission de la femme. Je ne les entends pas. Et je veux que publiquement ils le disent. Et j'aimerais que dans leur hiérarchie à l'intérieur de cette association du CFCM, ils puissent aussi prendre des sanctions. Quand on ne respecte pas, quand on est catholique, on peut être excommunié. Et bien que le culte français musulman le dise aussi. Dire, ça, eux, ils sont hors de l'islam. Et on le dénonce et on le dit. Ils ne sont pas dans l'islam. Et il y a, je le vois, voilà, un laisser-faire qui, quelque part, est coupable. Et ça fait 20 ans que nous sommes dans la dérive. Et il faut le dire, je l'ai vu dans le quartier où j'ai grandi. Et puis, nous avions dans les années 70 une centaine de mosquées. Il y en a 2500 aujourd'hui. La France n'a pas vocation à devenir musulmane. Et donc, nous devons freiner, je l'ai dit encore, l'immigration en provenance des pays arabo-musulmans. Donc, je suis favorable à ce que nous adoptions un vote au Parlement français annuel d'un quota de migrants en fonction de nos capacités à accueillir et d'intégrer, d'assimiler, et au regard des besoins en compétences que nous avons, mais aussi au regard des continents de provenance. Nous devons choisir notre immigration, la rendre plus diversifiée, et aujourd'hui, elle est majoritairement arabo-musulmane. Si vous étiez donc aux responsabilités, vous mettriez en œuvre une politique dont vous estimez que le pouvoir actuel ne l'amène pas. Je veux dire, il y aurait des mesures nouvelles à mettre en œuvre, à votre avis. Ah bah oui, bah il faut tout revoir de fond en comble sur tous les sujets. Mais vous savez, si j'étais aux affaires, d'abord, je ne nommerais pas de ministre ayant la double nationalité, ou une double nationalité. Je ne nommerais que des ministres ayant la nationalité française. Je trouve qu'il y a à faire attention avec certaines interférences. Et d'ailleurs, je note que l'Algérie vient de prendre des dispositions en ce sens au niveau des responsabilités, puisque maintenant, à certains niveaux de responsabilité, eh bien, il faut être algérien
Je note aussi que dans certains pays, vous avez la préférence nationale sur les emplois. Si nous osions parler de ça en France, on viendrait vraiment nous faire des procès. Pourtant, il faut avoir le courage de le dire. Et puis, vous savez, quand je vois la déclaration, les déclarations des droits de l'homme en islam, qui a été ratifiée par 57 États de mémoire, mais quand vous regardez à l'intérieur les droits sont totalement disproportionnés en faveur des hommes et en défaveur des femmes. Il n'y a pas d'égalité entre les hommes et les femmes. Et donc, comment voulez-vous que dans une religion telle que celle-là, qui veut se mettre au-dessus des lois des républiques de nos démocraties, ça puisse fonctionner? Il y a un problème, Et on essaye, et la tentation est forte chez certains musulmans, de faire passer avant tout ce qui est prôné par leur religion. Voilà, et je pense que c'est grave et qu'en France, nous devons être extrêmement vigilants. Comment voyez-vous à l'avenir, sur le plan de l'idéal en quelque sorte, les rapports que vous souhaitez entre les Républicains et le Front National? Est-ce que la coupure est radicale? Est-ce qu'il y a des pénétrations? Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, vous avez les électeurs et puis vous avez le parti politique. Moi, je m'adresse aux électeurs, parce que vous savez, tout ce qui est parti politique, au final, intéresse peu les gens. D'ailleurs, quand vous regardez le nombre d'adhérents qu'il y a dans les partis politiques, on ferait bien d'un peu de s'interpeller sur la faible mobilisation qu'on peut avoir à amener chez nous des gens qui prennent vraiment une carte. Non, moi, ce qui m'intéresse sont les électeurs, ceux qui vont choisir. Et je sens qu'il y a dans le vote FN, il y a un vrai ras-le-bol. C'est des gens qui disent, qui ne veulent pas voir Marine Le Pen spécialement au pouvoir. Alors, je ne dis pas qu'il n'y ait pas un vote d'adhésion aussi, en partie, mais je dis que la grande majorité reste un vote de contestation et de ras-le-bol, qui est important aujourd'hui dans notre pays, parce qu'ils considèrent, les Français considèrent que ceux qui sont en situation ne leur apportent pas de solution. Et notamment sur les sujets qui les intéressent s'agissant de l'identité de la France, de la maîtrise de l'immigration, de leur avenir, de leur culture, de ce qu'ils vont devenir demain. Vous savez, je dis toujours, je suis née 58 ans après la loi d'adoption la loi sur la laïcité. Quand j'étais gosse, nous faisions à l'école, là pour le coup à l'école publique même, le sapin de Noël, on faisait des crèches, tout le monde était heureux. Il n'y avait pas de problème. Mes enfants sont nés à l'époque où commençait à se développer le voile à l'école. Et mes petits-enfants sont nés à l'époque en France où il y a le voile intégral qu'on peut croiser dans les supermarchés, sur les marchés, et le terrorisme. C'est pas ça la France. C'est pas la France, ça. C'est pas ça. Et ça, je peux vous dire que les gens, en force de voir ça, et de voir aussi cette cassure entre milieu rural, abandonné, ruralité abandonnée et la France des villes, il y a une cassure, les Français en ont marre. Et d'ailleurs, ça se voit dans les votes. Donc, on a besoin de réconcilier la France dans tous ses territoires et dans toutes ses composantes. Voilà. Et à redéfinir ce qu'est la France. Aujourd'hui, on est dans une obligation de redéfinir ce qu'est la France. Je trouve que c'est quand même grave, on est tombé bien bas pour être obligé de redéfinir ce qu'est la France. Et moi, je suis pas, si vous voulez, je vois comment fonctionne le Front National et les votes du Front National au Parlement européen. Honnêtement, j'ai rien à partager avec eux. Moi, je crois en la construction de l'Europe qui nous a protégés de la guerre. Je crois à une modification de l'Europe. Mais quand j'entends sur toutes les ondes, il faut remettre des postes frontières, des frontières, mais c'est illusoire et en plus, c'est pas efficace. Quand il y a eu les attentats à Bruxelles, évidemment, ils ont remis des postes contrôle aux frontières. Moi qui habite la Lorraine, donc nous repassions par là, mais les postes fixes ne servent à rien puisque vous avez des tas de routes par lesquelles vous pouvez passer. Donc ce qui est important, c'est de mettre une coopération internationale transfrontalière. La douane volante est beaucoup plus efficace que d'avoir des postes fixes de frontières. Il faut protéger évidemment nos frontières, mais pas d'une façon arriérée telle que le propose le Front National. Il faut protéger nos frontières extérieures de l'Union européenne, c'est une certitude, mais nous ne mettrons ni barbelés, ni murs autour de toutes nos côtes. C'est faux. Donc ce qui veut dire que nous devons évidemment protéger nos frontières, mais nous devons aussi avoir une intervention
à la source des pays qui produisent ces effets-là. Quand je suis allée au Liban et en Jordanie, j'ai bien vu, en discutant avec les ministres, qu'il y avait besoin d'une intervention en Syrie coordonnée avec une seule coalition internationale. Aujourd'hui, nous partons en ordre dispersé. J'ai réclamé cette coalition avec la Russie depuis très longtemps. Nous avons besoin des Russes. C'est une réalité. Donc, sur ces sujets-là, qui sont des sujets importants que je défends, j'ai des divergences de vues d'un point de vue économique. Enfin, pardon, mais le Front National propose un programme économique d'extrême gauche avec la retraite à 60 ans qui n'est même pas finançable. Donc, j'ai rien à voir avec leur programme. Je crois que les Français doivent lire les programmes. Ils sont dans la colère et dans l'écoute du discours de colère, mais en même temps, faire un choix sur les élus, et d'ailleurs, je pense qu'ils n'y sont pas trompés, puisqu'ils n'ont accordé aucune présidence au Front National pour les régionales dernières. Donc, c'est qu'à un moment, le vote oui de contestation, mais prudence par rapport aux responsabilités à donner. Donc, et c'est là qu'encore une fois, on voit bien que le Front National reste un parti qui capitalise le vote du ras-le-bol, mais n'est pas dans un vote de parti de gouvernement, puisqu'il n'en incarne pas encore la crédibilité. Vous aspirez à être président de la République en 2017 et vous êtes obligé donc de passer par le biais d'une primaire. Sérieusement, vous avez des chances? Obligé, non, puisque nous sommes dans une démocratie et je ne suis pas obligée de passer par une primaire. D'ailleurs, moi qui suis gaulliste, je n'ai pas été non plus très enthousiasmée par ce dispositif. Et je le suis encore moins quand je vois la manière dont ça se passe, puisqu'évidemment, tout est pipé à l'avance. Pour pouvoir... Là, je suis candidate à la candidature. Et il faut, pour être candidat à la primaire, avoir 2500 parrainages d'adhérents. Et j'ai mis en place un site internet www.jeparrainemorano.com, mais des adhérents qui doivent vous envoyer un bulletin de parrainage avec la copie de leur pièce d'identité et qui, pour certains d'entre eux, ne sont pas à jour de cotisation, parce qu'il faut être à jour de cotisation au 30 juin 2016 ou au 31 décembre 2015. Donc vous avez les adhérents ne sont pas au courant, ils n'ont pas reçu de courrier chez eux de la part de notre parti politique avec le bulletin, le formulaire de parrainage accompagné de la méthode et des délais pour envoyer ce formulaire de parrainage. Et surtout, ils n'ont même pas la liste exhaustive des candidats à la candidature. La moindre des choses, quand on n'a pas peur de la concurrence, c'est d'envoyer un courrier. Et aujourd'hui, on voit bien que tout est aujourd'hui fait pour que les adhérents ne reçoivent pas l'information exhaustive. Et ce dispositif bénéficie à ceux qui avaient les fichiers au préalable parce qu'ils ont été candidats à la présidence du parti. Je pense à François Fillon, je pense à Bruno Le Maire, je pense même à Hervé Mariton, je pense bon, évidemment à Nicolas Sarkozy qui lui a toutes les manettes du parti. C'est plus facile pour eux. Donc c'est comme si vous partiez à une course, que vous tentiez d'être sur la ligne de départ, mais qu'en même temps, on ne vous emmène pas le plan pour pouvoir accéder à la ligne de départ, ou alors d'autres ont des baskets et vous allez partir pieds nus. Donc les moyens ne sont pas les mêmes. Vous dites que la primaire ne correspond pas à la vision gaulliste des choses. Non. Comment auriez-vous vu une désignation de candidat à droite? Il ne peut pas y avoir de désignation de candidat à droite, tout simplement parce que plus personne n'incarne un vrai leadership. Et puis parce que les médias font en sorte... vous savez, c'est un système qui s'auto-entretient. C'est-à-dire que les médias, les journalistes choisissent... C'est très difficile de faire des matinales ou des émissions politiques. Il y a certaines émissions où je ne suis pas invitée. Et pourtant, Dieu sait si on sollicite pour pouvoir débattre et tenter d'exprimer une opinion, mais on ne vous ouvre pas les portes. Et donc, c'est un système qui lui-même sélectionne par l'information les candidats qu'ils souhaitent mettre en avant. Mais pire que tout, c'est qu'une fois qu'ils mettent en avant sur leur une de magazine ou dans leur émission politique, ensuite, après, ils payent des sondages.
et pour voir à quel niveau sont les candidats sur lesquels ils misent, disons-le. Et donc tout cela nuit au vrai fonctionnement démocratique, parce que comment est-ce que le peuple peut vraiment choisir en connaissance de cause? Pour qu'il puisse choisir, il faut avoir accès à l'information de masse et au débat et à la parole. Or, je vois qu'aujourd'hui, la parole elle est confisquée par des médias qui choisissent qui ils veulent faire parler. D'ailleurs, vous me verrez, pourtant, et Dieu sait si j'ai sollicité, mais la matinale d'Europe 1, par exemple, non. La matinale de France Inter, une fois en, je ne sais plus, 4 ans. Vous récusez le fait qu'il y aurait des candidats sérieux et d'autres qui ne le feraient pas, ce qu'on veut laisser entendre. Oui, mais quel est le critère pour être candidat sérieux? Alors j'entends bien que quand vous avez été président de la République, évidemment, vous avez l'expérience de président de la République, même lorsque vous avez été battu. Et battu, là encore une fois, je pense que Nicolas Sarkozy, le vote de François Hollande a été un vote par défaut. Et d'ailleurs, si on est dans cette situation catastrophique en France, c'est parce que le programme essentiel mené par François Hollande, à part ses propositions totalement démagogique, a été une campagne dont le programme essentiel, c'était de démolir Nicolas Sarkozy. Et non pas par objectivité, mais totalement par subjectivité. Et aujourd'hui, on en voit le résultat. Les anciens premiers ministres, évidemment, ont leur expérience à faire valoir. Pour ma part, j'ai été ministre aussi pendant 4 ans et 3 mois. J'ai été députée nationale et élue locale. Je suis députée européenne aujourd'hui. Je viens du monde de l'entreprise. J'ai l'expérience aussi à faire valoir. Alors, est-ce que d'être énarque ou ancien président ou Premier ministre, parce que c'est ce qui se profile à l'horizon, vous aurez Nicolas Sarkozy qui a déjà ses parrainages. D'ailleurs, je voudrais dire à ceux qui nous écoutent, arrêtez d'envoyer des parrainages à tous ceux qui les ont déjà. Nicolas Sarkozy, François Fillon, Alain Juppé, Bruno Le Maire, qui lui a déjà déposé ses parrainages et qui pourtant sollicite encore des parrainages. Donc pourquoi? C'est pour assécher en fait le collège de ceux qui peuvent vous parrainer, comme les élus locaux, les parlementaires. Donc si on veut vraiment un débat, je crois qu'il faut qu'il y ait plusieurs profils, puis ce serait quand même dommage pour un parti politique qui se dit moderne de ne pas avoir de femmes qui puissent être sur la ligne de départ et de débat, puisque la primaire, son objectif, c'est justement d'avoir un débat. Laissez-nous débattre. Moi, j'aurais aimé qu'on en fasse un avant, c'est-à-dire que les candidats à la candidature puissent faire un débat avant, public et médiatique, pour qu'on voit les idées qu'il y a chez les uns et les autres. Comme ça, je crois que c'est aux militants à choisir celui qui a une vraie crédibilité. Parce qu'au final, elle est celle-là, la crédibilité. C'est les idées qu'on peut défendre et la manière dont on peut porter un avenir pour la France. Comment êtes-vous accueilli dans votre tour de France? Les salles sont pleines, enthousiastes. Vous sentez une véritable adhésion au discours que vous formulez? Oui, évidemment, quand je fais des meetings, je sens cette véritable adhésion, mais là, je suis plus dans le contact de proximité. Parce que dans les meetings, vous avez des gens qui sont déjà convaincus en général, qui viennent vous voir, et c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup faire des meetings, mais je crois qu'il ne faut pas se contenter de faire des meetings. Aujourd'hui, je suis dans le contact de proximité, de dialogue plus rapproché, et je pense que c'est très porteur, parce que ça va plus en profondeur et ça permet de convaincre même des personnes qui au départ ne seraient peut-être pas venues dans un meeting. Comment faites-vous alors? C'est des rencontres de hasard ou... Ah non, c'est pas des rencontres de hasard. Ça peut, hein. Je vous dis pas que j'ai pas des... Oui, dans les entreprises, dans les appartements, chez des adhérents qui invitent d'autres personnes qui ne le sont pas, dans le milieu économique, associatif... Et tout cela, pour ma part, est là pour le coup, dans un échange qui est plus sincère dès lors que vous n'avez pas les médias qui sont là. L'échange est plus... voilà. Donc c'est la partie sur laquelle je travaille en ce moment. Je vous ai senti assez critique sur le rôle des médias. Plus généralement, comment voyez-vous la relation honorable, si j'ose dire, entre les politiques et l'univers médiatique? C'est très compliqué tout ça.
parce qu'il y a des réseaux financiers derrière, parce que voilà, vous avez des éditorialistes qui sont là depuis très longtemps et qui décident un peu aussi de ce qu'ils souhaitent et ce qu'ils veulent. Je trouve que c'est un peu compliqué, la parole est restreinte, en fait, je trouve. Vous avez... Et puis vous êtes, pardon de vous couper, mais vous êtes dans un quota, donc moi j'appartiens aux Républicains, alors on va vous répondre, bah oui, mais le temps de parole des Républicains. Donc pour le temps de parole des Républicains, quand je regarde certaines chaînes de télé ou même les magazines ou les radios, vous avez souvent les mêmes personnalités. Mais est-ce que les Français n'en ont pas marre d'entendre les mêmes personnalités? Est-ce qu'ils n'ont pas... Ils sont en attente d'un renouvellement politique. Ils sont en attente de changements. Ils en ont marre de voir les mêmes depuis 30 ans. C'est pour ça aussi que les Français s'intéressent moins... Ils aiment la politique, ils s'intéressent moins au débat. Vous avez eu parfois l'impression d'un ostracisme dont vous auriez été victime? C'est étonnant, j'ai été ministre pendant 4 ans. Et honnêtement, quand je regarde, d'abord, moi je n'ai jamais été condamnée par la justice, hein, jamais. Je suis mis en cause dans aucune affaire. J'ai parfaitement géré mes ministères. Donc voilà, c'est étonnant parce qu'on ne me reproche jamais rien, ni sur mon travail, ni sur mon engagement. Ça, on ne me reproche rien. Mais on viendra me faire je sais pas, des remarques déplacées qu'on ne ferait peut-être même pas des hommes, hein, parce que s'il fallait reprendre les propos de certains, je peux vous dire qu'on pourrait en faire un catalogue. Hein. Bon, et franchement, quand je les écoute, non, on a tendance à vouloir nous faire passer pour inférieurs, vous voyez, moins crédibles, moins ci, moins ça. Qu'est-ce qui leur donne le droit de parler en notre nom ou sur notre nom, sans même nous connaître? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et nous, on n'a pas cet accès pour pouvoir leur répondre. Dieu sait si ça m'a démangé, hein, une paire de fois, hein, mais c'est compliqué. Et à chaque fois sur des sujets qui sont des sujets sensibles, par exemple, qu'il faut cacher, dont il ne faut pas parler. Quand je parle librement de l'immigration, quand je parle librement de l'islam, quand j'ai dit ce qu'est la France, quand je dis que je veux défendre ses racines chrétiennes, d'un coup, je sens que, ouf, vous vous rendez compte quand même qu'on m'a retiré l'investiture des régionales pour avoir dit la France est un pays de race blanche aux racines chrétiennes, comme le disait De Gaulle, alors que pendant 40 minutes, j'expliquais que nous étions en train de vivre une vague migratoire, qu'il fallait garder notre équilibre culturel pour maintenir notre cohésion nationale, et qu'on fait défiler des millions de personnes dans la rue pour défendre un torchon tel que Charlie Hebdo, au nom de la liberté d'expression, au nom de la liberté d'expression. Parce qu'évidemment, ce qui s'est passé, c'est insupportable d'assassiner des gens, quelle que soit leur pensée. Mais Charlie Hebdo est un torchon quand même. Je le dis, je le réitère, et jamais je l'achèterai. J'ai vu des unes ignobles, mais pourtant on défend la liberté d'expression. Mais quand vous rappelez un écrit du général de Gaulle, j'invite tous ceux qui nous écoutent à relire les mémoires du général de Gaulle, dans le chapitre sur l'Europe, dans son livre Le Renouveau, où il parlait des pays de race blanche, aux racines chrétiennes, aux cultures communes. Reprenez ce passage de manière exhaustive et vous verrez que le procès qu'on m'a fait, c'est un procès qu'on aurait pu faire au général de Gaulle. C'est profondément choquant. Donc on m'a enlevé l'investiture de ma famille politique à la culture, on dira, de son origine RPR, gaulliste. Franchement, c'était profondément scandaleux, je vous le dis. Scandaleux. Mais bon, j'aurais pu monter, vous savez, grosse opération de défense en mobilisant la Commission nationale d'investiture. J'ai trouvé ça tellement grotesque qu'en plus j'étais entre 2 déplacements internationaux. J'allais à Moscou, parce que j'ai monté au Parlement européen un groupe de travail pour un nouveau dialogue avec la Russie, avec différents groupes politiques et de différentes nationalités. Et donc, en plus, je ne suis pas non plus 24 heures sur 24 à écouter les médias. Ça a pris une ampleur, mais tellement disproportionnée que c'est fou. Ce qui est arrivé est fou. Et que ma famille politique fasse ça,
eh bien, ils prennent leurs responsabilités, mais moi, j'ai pris les miennes. C'est-à-dire que moi, je ne transige pas sur mes convictions en contrepartie d'un poste. Jamais. Moi, je fais de la politique pour la France. Je ne fais pas de la politique pour me dire, ah bah, il faut... Non, renonce à tes convictions, renonce à ce que tu as dit en contrepartie d'un poste. Est-ce qu'au fond, vous n'avez pas senti parfois à votre rencontre une forme de mépris? Une femme présumée grossière, présumée idiote parfois, et quelque chose qui relevait véritablement d'une polémique honteuse, à mon avis. Comment avez-vous vécu ces moments où, médiatiquement et politiquement, on vous dégradait? Bien, on vous dégrade parce qu'encore une fois, l'illégitimité de ma personnalité, par certains milieux, vient du fait que je suis issue d'un milieu populaire. Donc, je suis issue d'un milieu populaire, j'ai grandi dans un quartier populaire, mon père était chauffeur poids lourd, donc je ne peux être que vulgaire, inculte, parce que je viens du peuple. C'est vraiment, ce sont des attaques sociales, de classe. Et au fond, je trouve ça bête et grotesque. Et pour ne rien vous cacher, ça ne m'atteint pas parce que je me connais, tout simplement. Et que ceux qui me connaissent savent la réalité de ma personnalité. Et encore une fois, j'ai vu des gens tellement vulgaires, tellement bêtes et ignares, mais venant de milieux soi-disant que, franchement, vous savez, je crois que les Français ne sont pas dupes. Et moi, je viens du peuple, j'en suis fière. Je n'ai pas renié mes origines. J'aurais d'autres origines, j'en serais fière également. Je veux dire, pourquoi renier ma famille, mes parents, le milieu dans lequel j'ai grandi? Et je pense qu'au contraire, je leur fais plutôt honneur parce que mon parcours est plutôt remarquable. Rien ne me prédestinait un jour à être autour de la table du Conseil des ministres. Vous savez, quand j'ai vécu ça, à un moment, je me suis pincée pour me dire que c'était la réalité. Que moi, petite fille d'ouvrier, d'un grand-père émigré d'Italie, maçon, j'étais autour de la table du Conseil des ministres de la France. Et j'ai été élue députée de la Nation dans une circonscription difficile. Les gens m'ont fait confiance, ils m'ont donné leur confiance. Le suffrage, il est celui-là, il est le choix du peuple. La nomination au gouvernement, c'est la confiance que m'a fait Nicolas Sarkozy. Et d'ailleurs, à travers le choix de mon parcours et de ma personnalité, et de ce que je pouvais apporter dans ce gouvernement. Et d'ailleurs, il m'a souvent dit que j'avais été un excellent ministre, il n'y a encore pas si longtemps. Donc tout cela, si vous voulez, pour moi, sont des attaques d'une bassesse qui décrédibilisent ceux qui le font. J'ai entendu tellement... Alors, c'est pour ça que quand on regarde les parcours des uns et des autres, certains, on les valorise uniquement du fait de leur classe sociale, mais pas par leur qualité. C'est profondément injuste. Je ne citerai pas de nom, mais c'est profondément injuste. D'autres essayent de faire peuple et de s'inventer une histoire, une proximité. Pourquoi? Mais on est ce qu'on est. Et on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas son lieu de naissance. Mais en même temps, ma famille est fière de mon parcours et je pense que tous les militants qui m'accompagnent et ceux qui me font confiance connaissent aussi mon engagement. Après, c'est aux Français à choisir. Mais vous savez, il y a tellement de méchanceté dans la vie politique. On dit toujours qu'en face, dans la vie politique, en face, vous avez vos adversaires, mais vos ennemis sont dans votre propre famille. Mais j'ai eu à le mesurer, il faut juste le savoir. Est-ce qu'au fond, il n'y a pas quelque chose de plus, c'est-à-dire que dans un monde aseptisé, vous avez parfois, souvent, un parler vrai, voire brutal, vous manifestez vos amitiés, vos sympathies, vous avez des dénonciations fortes de personnalités que vous n'aimez pas. Est-ce que vous n'êtes pas fondamentalement un trublion qui gêne l'univers médiatique et la classe politique parce que vous avez l'habitude de dire ce que vous pensez, quoi qu'on pense de ce que vous pensez? Je ne sais pas, j'essaye toujours de parler avec sincérité et d'être juste. Donc quand vous dites que je parle de gens que je n'aime pas, je ne place pas mes réflexions politiques sur le sens affectif.
Mais j'essaye de faire des analyses sur le plan politique. Je n'apprécie pas du tout la politique de François Hollande. J'avais prévenu en 2012 que François Hollande était un homme dangereux par son programme et par les alliances qu'il menait avec les écologistes, s'agissant aussi des accords qu'il passait sur notre énergie nucléaire. Donc tout ça, je l'ai dit. Je savais que François Hollande, en plus, n'avait jamais été ministre. Enfin bon, c'est un apparatchik. Ça, il sait bien faire. Je savais, comme le disaient d'ailleurs les responsables socialistes, qu'il serait un très mauvais président. D'où mon inquiétude pour la primaire, où ce n'est pas une certitude qu'on sorte le meilleur de cette primaire, puisque là, on a le plus mauvais président de la Ve République. Oui, je dénonce sa politique, fermement et avec virulence peut-être, mais moi, ce n'est pas l'homme, François Hollande, c'est sa politique. Je pensais à des dénonciations qui concernaient votre propre camp, par exemple, et courageuse d'une certaine manière. Vous ne raffolez pas de NKM. À une certaine époque, vous aviez dénoncé la cour autour de Nicolas Sarkozy. Ce sont des intuitions et des critiques qu'on n'est pas habitué à entendre de la part d'alliés ou de partisans. Mais j'ai des divergences de vues avec certaines personnalités, c'est vrai. Et je pense que Nicolas Sarkozy a eu tort de nommer Nathalie numéro 2 de cette famille politique alors qu'elle est à l'opposé de ce que lui pense. Et la preuve, c'est qu'il a été obligé de l'écarter. Donc vous ne pouvez pas avoir, pour qu'une famille politique fonctionne, au moins à son sommet dans l'équipe dirigeante, il faut qu'au moins la lisibilité de notre politique soit évidente. Et le message aussi soit clair. Or, il ne l'était plus. Nicolas Sarkozy disait quelque chose, prenait position, par exemple, au moment des élections cantonales, avec cette position du nini, en laissant le choix aux électeurs de voter au deuxième tour. Bon, Nathalie disait exactement le contraire sur tous les plateaux de télé. Bon, ce sujet-là, comme d'autres. Donc, je crois, et je lui avais dit d'ailleurs, qu'il fallait s'entourer de proches, comme le faisait Chirac d'ailleurs, c'est très bien mettre des proches au poste clé pour que ça fonctionne. Bon, là, en permanence, il faut toujours tendre le dos pour savoir celui qui va vous faire un croche-pied. C'est assez désagréable pour vivre dans une famille politique. Donc, voilà, donc oui, quand je ne suis pas d'accord, je le dis. Par rapport à vos 18 ans qui ne sont pas si loin, merci, vous êtes gentil. La passion politique qui a commencé à vous habiter. Aujourd'hui, votre état d'esprit a fondamentalement changé. Est-ce que vous avez la même passion, le même enthousiasme, beaucoup de mélancolie, beaucoup de tristesse, beaucoup de crainte? Quel est l'état de votre personnalité, si je veux dire, sur le plan climatique? Bien, on va dire plus combattante que jamais, sinon je ne serais pas candidate à cette primaire. J'y mettrais pas mon énergie. Plus combattante que jamais parce que je ne peux pas me résoudre à voir la France dans cette situation. Moi, j'aime la France, j'aime ce pays et je veux pour mes enfants, comme tous les enfants de France, un pays respectueux de ses valeurs, de l'autorité, ce pays grand par sa culture, par son patrimoine, par ses intellectuels, par ses acquis aussi, parce que j'entends toujours il faut remettre en cause nos acquis sociaux. Non, on a des acquis sociaux qui sont des acquis sociaux qu'il faudrait préserver. Et la France est la France, avec ce pays qui incarne aussi une solidarité, un respect de l'homme, mais qui justement ne doit pas être dévoyé. Et donc, non, plus combattante que jamais, plus combattante que jamais. Vous ne croyez pas fondamentalement au clivage entre patriotes et non-patriotes, puisque vous êtes très profondément européenne, à ce que j'ai compris. Moi, je crois en l'Europe des nations. Donc, je crois en la construction européenne. Moi, je suis née en Lorraine, dans une région à 3 frontières. Et on sait ce que c'est, que le prix de cette construction européenne indispensable est cette réconciliation franco-allemande qui est aujourd'hui un des plus grands trésors. Mais en même temps, je suis profondément patriote.
j'ai le drapeau bleu, blanc, rouge dans le cœur. Et je ne peux plus accepter de voir aux élections présidentielles tous ces drapeaux étrangers qui viennent fêter l'élection présidentielle comme si c'était non pas la France qui fêtait le choix de son président, mais des étrangers qui ne se sentent pas appartenir à la France. C'est insupportable. Je crois que nous avons à redonner aussi un sens de l'appartenance à la nation, le goût de cette patrie qu'on doit aimer et respecter. Moi, à l'école, si vous voulez, là aussi, on avait des valeurs. Enfin, je me rappelle de mon enseignant au CE1 et au CE2, M. Pérez et M. Vaugelin. Je ne peux pas oublier, nous, enfants, on chantait la Marseillaise, on apprenait à chanter la Marseillaise debout à côté de notre table. On apprenait le chant des partisans. On nous apprenait la France. Petit, on nous apprenait la France. Aujourd'hui, comment voulez-vous aimer la France quand on ne vous l'enseigne pas dans ce côté patriotique? Oui, je suis patriote et je ne peux pas accepter qu'un certain parti politique d'extrême droite s'approprie le mot patriote. Voilà, c'est pas possible. Vous avez des enfants, vous avez une vie très active. Comment faites-vous pour concilier le mieux possible cette vie familiale avec vos activités politiques intenses? Est-ce que pour la femme que vous êtes, ça n'est pas tous les jours un tour de force? Ah si, mais c'est très compliqué. Mais ça l'est aussi pour toutes les femmes qui travaillent et qui ont à s'occuper de leurs enfants et qui ont des doubles journées. Moi, si j'ai pu avoir cette activité politique, c'est parce que j'ai été très aidée par ma famille. Et si je n'avais pas eu mes parents à mes côtés pour pallier à mes absences et pour m'aider, ça aurait été compliqué. Quand vous partez et que je n'ai pas eu le souci de me dire à 18h, il faut que j'aille chercher les enfants à l'école, à la crèche ou à la garderie. Non, j'avais pas ce souci-là en tête parce que j'étais aidée par ma famille. Parce que quand vous partez à Paris et que vous avez des réunions tard le soir, dans votre circonscription, c'est bien de pouvoir être aidé par la famille. Vos enfants ont quel âge, si je peux dire? Maintenant, ils sont grands. Hein. J'en ai un de 26 ans qui est déjà papa, donc voilà, un autre de 25 et une qui va avoir 20 ans bientôt. Je voudrais terminer, Nadine Morano, par un sourire. Il y a quelques années, lisant la presse, j'ai appris que vous étiez une formidable danseuse qui avait beaucoup plu à l'université d'été. Et est-ce que vous avez encore le temps de danser? De danser, non, pas beaucoup à dire vrai, mais j'adore chanter, j'adore danser. Donc moi, mes instants de bonheur, un bon karaoké et des repas entre amis et danser, oui, j'adore danser. Oui. Mais j'ai fait de la danse classique quand j'étais petite, donc après j'ai touché à toutes les danses et j'aime beaucoup ça. Mais c'est naturel chez moi. Merci. Merci à vous.